Alors, maintenant, pour le labo, il nous faut du 2,4 dinitrophénylhydrazine, ça c'est sûr. Je crois qu'il manque il manque de l'acide éthylène diamine tétraacétique. Je vais en commander. Hey, psst. Un chimiste, quand il prononce ces trucs-là, il a des formules qui popent dans son esprit. Et il trouve ça hyper cool. Carrément. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Coronavicours qui parle de chimie et d'un sujet que j'affectionne particulièrement, à savoir le langage chimiste en chimie organique. Ainsi, grâce à la nomenclature de l'IUPAC, tous les chimistes du monde entier se comprennent en respectant les mêmes règles pour nommer les molécules selon l'enchaînement des atomes qui les constituent. Donc vous aussi, à l'issue de cette leçon, vous serez capable, et vous serez fier, de pouvoir dessiner une molécule à partir d'un nom à rallonge ou inversement. Le super pouvoir le plus utile, et de loin. Talonné de près par la mémoire des codes abstraits quand même. Donc tout d'abord, nous allons commencer... Mais sérieusement, à quoi ça sert de retenir le digicode d'une pote qui a changé d'appartement 4 fois entre-temps, hein? Et mon père, qui me demande toujours son code de Freebox, 20 ans après, depuis 2004 que je l'ai dans le disque dur, le truc. Je pourrais pas libérer un petit peu de l'espace pour autre chose, pour des choses plus importantes, pour aller un petit peu plus loin, par exemple dans le savoir, je sais pas moi. Pourquoi je suis obligé de retenir ces choses-là? Pourquoi? C'est bon ? Pardon. Donc, je disais, dans un premier temps, on va se remettre des bases en tête et fixer un cadre concernant les molécules étudiées dans ce chapitre. C'est la partie 1, définition en chimie organique. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet en faisant l'inventaire des règles à respecter pour 2, nommer des molécules. Et enfin, on découvrira une technique bien pratique et bien utile pour identifier des molécules. 3. La spectroscopie infrarouge. Alors, c'est quoi exactement une molécule organique ? Eh bien, par définition, comme ce sont les molécules qui composent les êtres vivants, on va qualifier d'organiques les molécules qui contiennent un ou des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène dans leur structure. Parmi ces atomes de carbone et d'hydrogène, il arrive aussi de trouver ce qu'on appelle des hétéroatomes. Alors, par exemple, assez fréquemment, on trouve des atomes d'oxygène ou des atomes d'azote. Plus rarement, on va trouver du chlore, du phosphore, du soufre. Mais la base qui fait d'une molécule une molécule organique, c'est ce qu'on appelle son squelette carboné. Quand il n'y a qu'un squelette carboné, c'est-à-dire un enchaînement d'atomes de carbone, et bien sûr les hydrogènes pour compléter la structure, on appelle ces molécules organiques des hydrocarbures, hydrogène, carbone. D'ailleurs, faisons une petite parenthèse pour se rappeler justement comment une structure moléculaire est complétée de manière à être stable et à pouvoir exister dans la nature. Faisons un petit rappel de la logique de formation des liaisons covalentes au sein d'une molécule. Premier atome auquel on s'intéresse, un atome très courant dans les molécules organiques forcément, puisque ça fait partie de la définition, l'hydrogène. L'hydrogène a pour numéro atomique 1, ça veut dire qu'il a un proton dans son noyau, et donc un électron autour quand il est sous forme d'atome. Sa configuration électronique, c'est donc 1s1. La couche 1s a un maximum à 2 électrons, donc on applique la règle du duet. Il lui manque un électron. Il va donc devoir se rapprocher d'un atome pour former une liaison covalente et récupérer l'électron manquant dans la couche externe de l'autre atome. L'hydrogène, au sein d'une molécule, établit une liaison covalente. Le carbone, maintenant, un autre atome qu'on trouve obligatoirement dans les molécules organiques. Son numéro atomique est de 6 électrons à placer dans les couches. Sa configuration électronique est donc 1s2, 2s2, 2p2. Le maximum de la sous-couche P est à 6, le maximum de la couche 2 est à 8. Quand je parle de maximum, je parle de conditions de stabilité dans la nature. On peut trouver le carbone que s'il a sa couche remplie. On applique donc la règle cette fois de l'octet, 8 électrons maximum. Il lui manque 4 électrons dans cette couche 2. Il va donc établir 4 liaisons covalentes avec d'autres atomes au sein d'une molécule. Autre atome qu'on peut rencontrer souvent dans les molécules organiques, c'est l'azote, dont le numéro atomique est 7. Même logique, configuration électronique 1s2, 2s2, 2p3. Cette fois-ci, il lui manque seulement 3 électrons pour répondre à la règle de l'octet. Il va établir 3 liaisons avec d'autres atomes au sein d'une molécule. Pour l'oxygène, dont le numéro atomique est Z égale 8, il lui manque dans la couche 2 seulement 2 électrons. 2 liaisons vont s'établir au sein d'une molécule pour cet atome-là. Il sera donc
très pratique pour bien comprendre ce chapitre, de bien garder ça en tête. L'hydrogène fait une liaison, le carbone fait 4 liaisons, l'azote en fait 3, l'oxygène en fait 2. En classe de première, on n'étudiera que des molécules dont la structure est saturée en hydrogène. Alors qu'est-ce que ça veut dire saturée en hydrogène? C'est-à-dire avec le nombre maximum d'hydrogène que l'on peut associer aux autres atomes. En d'autres termes, on ne demandera pas de nommer les molécules qui possèdent des liaisons doubles ou triples entre carbones. La seule double liaison qu'on va étudier, c'est la double liaison CO. Premier élément de nomenclature systématique, quand une molécule est saturée en hydrogène, elle contient an dans son nom. Un hydrocarbure qui est saturé en hydrogène et qui ne contient donc que des liaisons simples CC ou CH, on appellera ça un alcane. Comme ce qui est rajouté en suffixe après le an dans le nom de la molécule est relatif à la présence d'hétéroatomes dans cette molécule, et donc de groupes caractéristiques de fonctions particulières au sein de la molécule, une molécule de la famille des alcanes, qui ne contient pas de groupe caractéristique, aura son nom qui finit par an avec un E à la fin, ANE. Avant de terminer cette première partie sur justement les différents groupes caractéristiques qu'on peut rencontrer, on va faire un point sur les représentations communes des molécules, à savoir les formules brutes et semi-développées qu'on va utiliser. On va répondre aux questions de l'activité 1, page 152. On avait déjà répondu à la première question dans la première session sur ardoise, et effectivement, en première, on ne verra principalement que carbone, hydrogène et oxygène. L'azote, vous le verrez plutôt l'année prochaine. Avec le nombre de liaisons bien en tête, on va pouvoir donc répondre à la question 2 maintenant. Nous avons des structures moléculaires, mais elles sont incomplètes. Il faut donc compléter, en respectant le nombre de liaisons respectives de chaque atome, les formules semi-développées qui sont affichées dans le document 3. Nous allons commencer par le linalol, à ne pas confondre avec le lina-MDR, dont vous avez le squelette carboné uniquement ici. On verra ce que c'est que le squelette carboné plus tard. Mais c'est pas bien compliqué à comprendre, hein. Vous avez juste les carbones avec les liaisons entre carbones. Donc ici, on sait que le carbone doit faire 4 liaisons, donc on va compléter avec des hydrogènes, puisque c'est une molécule organique et donc une molécule qui doit avoir des carbones et des hydrogènes, autant d'hydrogènes sur chaque carbone qu'il faut pour compléter à 4 liaisons covalentes. Ça nous donne ceci: quand un carbone a déjà 2 liaisons avec un autre carbone ou avec plusieurs autres carbones, il lui faut en rajouter 2. Quand il a déjà 3 liaisons, il lui faut rajouter un hydrogène, et quand il a déjà 4 liaisons, comme vous le voyez en bas, eh bien, on ne rajoute aucun hydrogène. Faites très attention à ne pas rajouter trop de liaisons autour d'un carbone, hein. Vous connaissez la légende du carbone à 5 pattes, le monstre qui fait peur aux chimistes. Petite remarque aussi, on peut soit écrire CH2, soit écrire H2C, c'est au plus pratique en fait, hein. C'est pour que ce soit agréable à lire, et qu'on puisse bien voir les liaisons entre carbones. On nous demande aussi de donner la formule brute des molécules, donc ici en fait c'est très simple, une formule brute, on rappelle ce que c'est, pour chaque élément on met le nombre d'atomes présents dans la molécule, on met un 9 à droite et en bas du C en indice pour indiquer qu'il y a 9 carbones dans la molécule, et pour l'hydrogène on en a 16, d'où la formule brute C9H16. Cette représentation fait un petit peu l'inventaire des atomes présents pour chaque élément. Attaquons-nous maintenant à l'acide citrique, qui, contre toute attente, est présent dans le citron. Si on regarde bien la structure proposée, on voit que tous les oxygènes respectent le nombre de liaisons qu'ils doivent faire, de chacun, et donc on a mis, sous forme semi-développée, les H qui vont avec les oxygènes qui sont en bout de chaîne. Les seuls hydrogènes finalement manquants dans cette structure, si on regarde bien, comme la plupart des carbones ont déjà 4 liaisons qui sont établies, il n'y a que 2 hydrogènes qui manquent sur le carbone qui a à peu près au milieu, là, vous le voyez. Et donc, formule brute de cette molécule, on a 5 carbones, 6 hydrogènes et 7 oxygènes. Je tiens à préciser que par convention, comme les éléments les plus fréquemment rencontrés dans les molécules organiques sont C, H, O et N, comme on l'a dit précédemment, eh bien, on écrit la formule brute dans cet ordre-là. D'abord, on fait l'inventaire des C, ensuite des H, ensuite des O, ensuite des N, et ensuite d'autres atomes possibles comme soufre, phosphore, chlore, etc. Retenez chon. On va en profiter pour faire la dernière question, c'est-à-dire la synthèse de l'activité. Cette fois-ci, on va faire le processus dans l'autre sens. On a une formule brute et il faut réfléchir aux différentes formules semi-développées qui représentent cette formule brute. Si vous vous souvenez bien, on appelle ça des molécules isomères. Un isomère n'existe pas tout seul, hein. Je vous rappelle, c'est comme des frères ou des sœurs. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, il faut être au moins 2 pour ça, et bien pour les isomères c'est pareil. Donc, pour écrire les différentes possibilités pour une même formule brute, généralement on essaie de voir l'enchaînement des atomes qui peuvent faire plus d'une liaison.
Ici, on a 2 carbones et un oxygène qui peuvent faire plus d'une liaison. Donc les deux possibilités qu'on a, soit on enchaîne C, C et O, soit on enchaîne dans cet ordre, C, O et C. Dans le premier cas, pour le carbone de gauche, il lui manque 3 liaisons, donc on va rajouter 3 hydrogènes. Pour celui du milieu, il lui manque 2 liaisons, on rajoute 2 hydrogènes. Et pour l'oxygène qui est au bout, il ne fait qu'une seule liaison, donc il faut rajouter un hydrogène. On a donc la formule développée que vous voyez ici. Pour le cas d'après, l'oxygène au centre a déjà ces 2 liaisons, donc on ne rajoute que 3 hydrogènes sur chaque carbone qui est en extrémité de chaîne. Pour passer de cette formule développée à la formule semi-développée, c'est très simple, il suffit de rassembler à côté de chaque atome autre que H le symbole de l'élément H avec en indice le nombre d'hydrogènes accrochés à l'atome de carbone ou à l'atome d'oxygène. Ça nous donne donc CH3, CH2OH pour le premier isomère, et pour le deuxième isomère, CH3O, CH3. Voyons maintenant les groupes caractéristiques au programme de cette année. Un groupe caractéristique, c'est un groupe d'atomes qui contient au moins un atome autre que COH. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de rassembler les molécules en différentes familles chimiques, car la présence d'hétéroatomes crée un site réactif au sein de la structure moléculaire. Et oui, c'est au niveau d'un groupe caractéristique qu'une molécule réagit, car la présence d'un hétéroatome comme l'oxygène ou l'azote, qui sont très électronégatifs, accrochés à un carbone qui l'est moins, va créer un déséquilibre de charge partielle, une liaison polarisée et donc des interactions possibles avec d'autres molécules. Cette année, au programme, on a 3 groupes caractéristiques à retenir. Et ce sont tous des groupes caractéristiques oxygénés. Les azotés, on verra l'année prochaine. Donc on a le groupe hydroxyle, hydrogène-oxygène, OH. On a le groupe carbonyle, ça c'est une double liaison CO. Et le groupe carboxyle, un petit peu la fusion des deux, carbonyle, hydroxyle, carboxyle. Et là on a une double liaison CO et OH accroché au même carbone que le C, la double liaison CO. Le groupe hydroxyle est caractéristique d'une molécule qui appartient à la famille des alcools. Le groupe carboxyle est caractéristique d'une molécule qui appartient à la famille des acides carboxyliques, mais attention, il y a une petite subtilité pour le groupe carbonyle. En effet, le groupe carbonyle, il peut être caractéristique de fonctions différentes au sein de la molécule selon où il est placé dans la structure moléculaire. Quand le groupe carbonyle est en bout de chaîne, par exemple, c'est-à-dire que le C de la double liaison CO n'est lié qu'à un autre carbone du squelette carboné. Dans ce cas-là, le groupe carbonyle est caractéristique d'une molécule appartenant à la famille des aldéhydes. Quand par contre il est en milieu de chaîne, c'est-à-dire que le carbone du groupe carbonyle, C double liaison O, est lié à 2 autres carbones de la chaîne carbonée. Dans ce cas-là, le groupe carbonyle est caractéristique d'une molécule appartenant à la famille des cétones. Il faut faire attention. Maintenant qu'on a les définitions bien en tête, passons aux choses sérieuses. Vous avez remarqué peut-être que dans l'activité 1 qu'on a faite, on a des grosses molécules avec plein d'atomes, mais des noms relativement courts. C'est parce que ces noms-là, on appelle ça des noms triviaux. C'est des noms du langage courant qui sont utilisés dans la vie de tous les jours. Mais pour que tous les chimistes puissent se comprendre, on est bien obligé de mettre à l'intérieur du nom tous les renseignements qui nous permettent de recréer la structure de la molécule. Donc vous imaginez bien que selon la nomenclature de Lioupach, le nom sera un petit peu plus long que ça. Donc ces noms-là, ces noms triviaux, ne correspondent pas au langage officiel entre chimistes. Mais le but pour nous ici, c'est de découvrir les secrets qui nous permettent d'utiliser comme il faut cette nomenclature et de comprendre tous les chimistes de l'univers. Alors j'aimerais quand même vous prévenir, comme je pense dans l'intégralité des langues parlées par l'être humain, on a son lot de règles complètement arbitraires, d'exceptions, de cas particuliers, et j'en passe. C'est un petit peu comme le E de lycée alors que c'est un nom masculin. Il doit y avoir une raison, mais peu de gens sont au courant. En gros, c'est typiquement le genre de chapitre pour ce genre de gros geeks. Fais voir ta réponse à la question 4. Ouais. Non, je vois ta logique. Non mais regarde, t'as essayé de numéroter dans ce sens plutôt ? Ouais, je suis d'accord, ça revient au même, mais c'est plus juste. Et puis, t'as oublié une virgule. Ah oui, souviens-toi, c'était la règle qu'avait dit le prof. Tu sais, le fait que le scientifique qui a établi ce truc-là avait une dent en moins, qui a fait que... Ouais, t'aurais pu faire un petit effort quand même. Faire gaffe, quoi.
Enfin moi j'ai absolument rien à voir avec ce genre de personnes insupportables. C'est juste que c'est dans le programme, alors bon je le fais quoi. Allez, on commence. En tout premier lieu, quand on étudie une molécule organique, on doit nommer le squelette carboné, en fonction du nombre de carbones qui s'enchaînent à la suite. Pour un seul carbone, on attribue le préfixe met. Quand 2 carbones sont regroupés, c'est et. Pour 3 carbones, prop. 4, but. 5, pint. 6, hex. Et ensuite, on a hept pour 7, oct pour 8, nan pour 9 et dec pour 10. Alors, on trouve généralement ces informations dans les données de l'énoncé. Mais à l'usage, retenir les 6 premiers au moins, c'est plutôt utile. Je vous le conseille. Ainsi, un alcane linéaire, c'est-à-dire avec tous ces carbones saturés en hydrogène enchaînés en ligne, et donc reliés à pas plus de 2 autres carbones, sera nommé méthane s'il n'a qu'un seul carbone, éthane s'il en a 2, propane pour 3 carbones, puis butane, pentane, hexane, etc. Par contre, s'il y a des ramifications dans le squelette carboné, c'est-à-dire au moins un carbone relié à plus de 2 autres carbones, la technique devient plus complexe. On commence à tâter de la règle un peu fun. Alors, même avec une seule ramification, il faut faire attention à bien repérer la chaîne carbonée principale pour écrire le bon préfixe devant an, c'est-à-dire l'enchaînement d'atomes de carbone le plus long au sein de la molécule. Sur l'exemple qui s'affiche, ce n'est donc pas celle qui est représentée horizontalement, mais bien celle-ci, qui contient 6 carbones. Là où les chaînes carbonées plus courtes, ainsi raccrochées à la chaîne carbonée principale, on les appelle des groupements alkyles, qui apparaîtront dans le nom avec les lettres Y et L, il. Dans notre exemple, c'est un groupement alkyle avec un seul carbone, donc un groupement méthyle. Pour l'inclure dans le nom de la molécule, il faut lui attribuer une position, c'est-à-dire indiquer sur quel carbone de la chaîne carbonée principale on trouve la ramification. La règle ici, c'est que parmi les 2 sens de numérotation possibles, on choisira celui pour lequel le groupement alkyle a le numéro le plus petit, donc celui-ci. Voilà comment on nomme cet alcane, 3-méthylhexane. 2 remarques à faire. Premièrement, on sépare toujours une lettre d'un chiffre ou un chiffre d'une lettre à l'aide d'un tiret. Deuxièmement, on ne met aucun espace entre les différentes parties qui composent et renseignent le nom. Et si on a plusieurs fois le même groupement alkyle, comme là, eh bien s'il y a 2 groupements alkyles identiques, on rajoute le préfixe di. Et s'il y en a 3, on rajoute le préfixe tri devant son nom. On a aussi tétra, etc. Et à choisir pour enseigner sur les positions, on prend la combinaison de chiffres la plus petite. Ici, on aurait le choix entre 2, 4 et 5 dans l'autre sens, et 2, 3 et 5 dans l'autre. Donc le nom officiel, c'est bien 2, 3, 5 triméthylhexane. On remarque d'ailleurs qu'on sépare toujours par une virgule les chiffres des positions des groupements identiques. Et quand on se retrouve avec ça alors ? Et bien ici, pour indiquer qu'on a 2 groupements méthyl identiques accrochés au même carbone, donc à la même position dans la chaîne carbonée principale, on doit répéter le chiffre de la position dans le nom de la molécule. On se retrouve à devoir choisir entre 3, 3, 4 triméthylhexane en numérotant dans un sens et 3, 4, 4 triméthylhexane dans l'autre. Vous l'aurez compris, le nom officiel, on choisit la combinaison la plus petite, ce sera 3, 3, 4 triméthylhexane. Ok, très bien, et là alors ? Ici, on choisira toujours la combinaison de positions 3, 3 et 4 qui est plus basse que 3, 4 et 4, sauf qu'on nomme les groupements alkyles dans l'ordre alphabétique. Et attention, sans prendre en compte le préfixe multiplicateur. Donc ça donne 4 éthyl, 3, 3 diméthylhexane, parce qu'on fait abstraction du di et que le M de méthyle est après le E de éthyle dans l'alphabet. Et attends, et là ça revient au même là, non ? Si les positions sont identiques, qu'on numérote dans un sens ou dans l'autre, alors on attribue le numéro le plus petit à celui qui est devant dans l'alphabet. Donc ici, l'éthyle par rapport au méthyle. Donc ce ne sera pas 4 éthyl, 3 méthylhexane, mais 3 éthyl, 4 méthylhexane. C'est bon ? On a tout ? Allez, je pense qu'on a fait le tour pour le nom des squelettes carbonés saturés. Ah oui, non, parce que quand il y a des liaisons multiples, bien sûr, il y a d'autres règles, avec d'autres noms, d'autres suffixes, que du bonheur, quoi. Mais bon, on va laisser ça pour plus tard. Voilà. Cette année, squelette carboné saturé, ça suffit. Mais on va aussi nommer les molécules qui contiennent un seul groupe caractéristique dans leur structure. Et seulement celles faisant partie des 4 familles chimiques énoncées plus tôt. Donc des groupes caractéristiques oxygénés, pas azotés.
Donc, première chose à retenir qui est importante, un groupe caractéristique aura toujours la priorité sur les groupements alkyles au niveau de la numérotation de la chaîne carbonée principale. Ça implique deux choses. Dans les cas que nous verrons cette année, un groupe caractéristique ne peut pas être sur une ramification. Il est forcément lié à la chaîne carbonée principale. Et le sens de numérotation sera toujours choisi de manière à ce que ce groupe ait la position au plus petit numéro possible. Peu importe la position des alkyles derrière. Pour indiquer leur présence dans le nom de la molécule, c'est un suffixe que l'on va rajouter. On remplace le E final juste après les lettres A et N, AN, saturé en hydrogène, par un tiret, le numéro de position du groupe, un autre tiret, et le suffixe correspondant au groupe. Souvenez-vous, entre chiffre et lettre ou lettre et chiffre, toujours un tiret. Allons-y. Pour les molécules contenant le groupe hydroxyle, et donc appartenant à la famille des alcools, ce suffixe est ol. Pour les molécules contenant le groupe carbonyle, qui est placé de manière à ce qu'elle appartienne à la famille des aldéhydes, ce suffixe est al. Pour les molécules contenant le groupe carbonyle, placé de manière à ce qu'elle appartienne à la famille des cétones, le suffixe est on. Et pour les molécules contenant le groupe carboxyle, et donc appartenant à la famille des acides carboxyliques, le suffixe est oïque, mais on précède aussi le nom du squelette carboné par le mot acide suivi d'un espace. Ça fait acide, blablabla, oïque. On va faire une dernière remarque concernant la nomenclature, puisqu'ensuite, c'est en s'entraînant sur les exercices que ça finira par rentrer. Là, il n'y a pas de secret pour ce chapitre, c'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. On ne précise pas le numéro de position d'un groupe caractéristique quand il n'y a pas d'autre position possible sur la chaîne carbonée principale en question. Par exemple, pour le méthanol ou l'éthanol, on n'a pas besoin de mettre méthane 1-ol ou éthane 1-ol, puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité. Par contre, à partir du propanol, le propanol tout court n'existe pas, il faut préciser si c'est le propane 1-ol ou le propane 2-ol. D'ailleurs, ces deux molécules qui sont bien différentes ont la même formule brute. On appelle ça des isomères de position du groupe caractéristique. Attention, le propane 3-ol n'existe pas, c'est le propane 1-ol qu'on a retourné. On garde en tête qu'il faut le numéro le plus petit. Même chose pour les cétones. La propanone, la butanone, bon, aucune ambiguïté, mais on va distinguer le pentane 2-on du pentane 3-on. Et faites attention, le pentane 1-on ne peut pas exister, sinon ça devient du pentanal, étant donné que en position 1, quand on a un carbonyle, c'est double liaison O, c'est qu'on est en présence d'un aldéhyde et pas d'une cétone. D'ailleurs, les groupes caractéristiques des familles aldéhydes et aussi acides carboxyliques, comme ils sont toujours en début de chaîne, on ne précisera jamais leur position. On ne dira jamais un al ou un oïque. Okay, ce sera directement anal ou anoïque. Donc, récapitulons dans l'ordre si on a tout. 1. Pas de double liaison CC, c'est saturé en hydrogène, on pose la racine an. 2. On repère le groupe caractéristique dans la molécule. 3. On choisit la bonne chaîne carbonée principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée la plus longue, qui contient le carbone qui porte le groupe caractéristique, et on place le préfixe devant an. 4. On numérote la chaîne carbonée principale de sorte que le carbone qui porte le groupe caractéristique ait le numéro le plus petit possible. 5. On rajoute la position, si besoin, et le suffixe correspondant au groupe caractéristique après an. Et 6, on rajoute avant le préfixe relatif au nombre de carbone de la chaîne principale les différents groupements alkyles selon les règles qu'on a étudiées. Dernière partie maintenant, la spectroscopie infrarouge. Alors ce qui est le plus marquant dans cette technique, c'est le contraste extrême qu'il y a entre l'apparente complexité de la description de la technique elle-même et la simplicité enfantine des applications qui sont exigées au programme. Donc on vous explique dans le livre qu'on obtient un tel graphique en soumettant la molécule à des excitations électromagnétiques et qu'on aura les différentes liaisons des différents groupes caractéristiques qui vont vibrer selon la fréquence de l'onde qui traverse la molécule. Alors en abscisse on n'a pas la fréquence, mais même pas la longueur d'onde, mais l'inverse de la longueur d'onde, le nombre d'ondes, une grandeur qu'on reverra plus jamais. En centimètres moins 1, parce que sinon ce serait trop simple. En ordonnée, on a la transmittance. Donc on voit le truc, on se dit waouh, là on rentre dans la vraie physique. Et
Finalement, dans les exos, ce qu'on demande de faire, c'est de regarder un tableau. Pour telle abscisse, si t'as un pic, c'est tel groupe. Pour telle abscisse, si t'as un pic, c'est tel groupe. Pour telle abscisse, si t'as un pic, c'est tel groupe. Ah, là il peut y avoir une bande. Ok. En gros, votre truc, c'est un jeu de pistes, quoi. Non, parce qu'à aucun moment, il y a une question qui est possible sur le principe lui-même. Toutes les vibrations électromagnétiques du domaine de l'infrarouge, machin, tout ça. Donc je résume. On nous fournit un tableau, on nous fournit un ou plusieurs spectres, une ou plusieurs molécules. Bon. Le but, c'est de repérer groupe caractéristique dans molécules, voir le groupe caractéristique où est-ce qu'on est censé trouver un pic, comparer au spectre, et c'est tout. Littéralement. Bon, moi je vais vous donner des explications en plus, mais elles sont même pas à retenir. Vous allez voir. Corrigeons l'activité 4, page 155. Dans cette activité, on a 3 spectres, 3 flacons. Il faut compléter les étiquettes des flacons et ensuite attribuer un spectre à chacun des flacons. Nous, on va y aller flacon par flacon. Flacon numéro 1. On nous donne la formule brute et la formule semi-développée. Pour donner le nom de l'espèce, on utilise notre technique. Premièrement, on repère le groupe caractéristique. Le groupe caractéristique ici, c'est le groupe carbonyle, C-O. Comme il n'est pas en bout de chaîne, il n'est pas sur le premier carbone de la chaîne carbonée principale, ce groupe carbonyle est donc caractéristique d'une molécule appartenant à la famille des cétones. Donc on sait qu'on mettra la terminaison -on. Ici on peut déjà se dire que c'est en position 2, et qu'en position 3, nous avons un groupement alkyle, le groupe méthyle, puisqu'il n'y a qu'un seul carbone. Donc de base, on pourrait se dire que c'est le 3-méthyle-butane 2-on. Le fait est qu'on ne peut pas placer avec 4 carbones dans la chaîne carbonée principale le groupe carbonyle caractéristique de la famille des cétones autre part qu'en position 2. Du coup, c'est pas la peine de le préciser. Et c'est pareil pour le groupement alkyle, si on le rajoute au bout, ça rallonge la chaîne carbonée principale, donc s'il y a une ramification, elle ne peut être que là. Donc c'est pas la peine de mettre le 3 non plus pour le méthyle. Donc en fait, c'est le méthylbutanone. Je vous ai dessiné aussi le modèle moléculaire pour qu'on se visualise les choses. Et alors, comment repérer le spectre correspondant ? Concernant ces exercices, vous aurez toujours avec vous le tableau où on vous dit à quel endroit, à quelle abscisse vous pourrez repérer un pic ou une bande caractéristique de la vibration d'un groupe. Et donc ici, si on regarde bien, le seul groupe caractéristique qu'on a, c'est le groupe carbonyle, et le groupe carbonyle, il a un pic très caractéristique entre 1600 et 1800 cm-1 de nombre d'ondes. Nous avons 2 spectres qui présentent ce pic, mais on choisira celui qui ne contient que ce pic, donc le dernier spectre. Donc le flacon à l'étiquette numéro 1, dans l'énoncé, en fait, ça correspond au spectre du flacon numéro 3, quoi. Alors, mon étiquette numéro 2, maintenant. On nous donne le nom de la molécule, on nous donne son modèle moléculaire, il nous faut la formule brute, la formule semi-développée. Pour la formule brute, on compte le nombre de boules noires pour avoir le nombre d'atomes de l'élément carbone présent dans la molécule, il y en a 2. Le nombre de boules rouges, c'est le nombre d'oxygène, le nombre de boules blanches, c'est le nombre d'hydrogène. Donc on a C2H6O. On ne précise pas le 1, je vous le rappelle, comme dans beaucoup d'autres domaines de chimie. Concernant la formule semi-développée, la technique, on la connaît. Il suffit de rassembler le nombre d'hydrogène accroché au carbone ou aux oxygènes, on se retrouve donc avec CH3, CH2, OH. Quel spectre correspond à cette molécule ? On voit dans le tableau que quand on a un groupe hydroxyle OH, on a 3 possibilités différentes. Les OH liés et les OH non liés. OH lié, ça veut dire lié par une liaison hydrogène. Quand le H d'un groupe hydroxyle, étant donné que le H est accroché à un atome très électronégatif, l'oxygène est très électronégatif, et qu'il a la possibilité de se lier avec un atome très électronégatif d'une autre molécule, eh bien ça ne va pas vibrer de la même manière que s'il était libre. Et il est libre si autour de lui c'est trop encombré et donc il ne peut pas établir de liaison hydrogène avec d'autres molécules. Ici, notre groupe hydroxyle est en bout de chaîne, c'est très facile de faire des liaisons hydrogène avec une autre molécule d'éthanol. Donc on est dans le cas où l'hydroxyle est lié. Quand l'hydroxyle est lié, ça fait une grosse patate vers la gauche du spectre. C'est ça qu'il faut retenir. Et la grosse patate, elle a une gueule légèrement différente si on est dans le cas d'un alcool ou si on est dans le cas d'un acide carboxylique, on verra. Donc ici, quand il y a juste hydroxyle et qu'il n'y a pas de carbonyle à proximité, donc dans le cas des alcools, eh bien on a une patate, mais elle n'est pas si large que ça.
et elle est surtout centrée sur 3300 cm-1. C'est donc le spectre du flacon 1 dans l'énoncé qui correspond à notre étiquette numéro 2 ici. Dernière étiquette, l'étiquette que j'ai nommée celle du flacon 3, mais qui par déduction correspond finalement au spectre du flacon 2, c'est cette molécule dont vous avez le modèle moléculaire ici. Si on l'étudie bien et qu'on établit la formule semi-développée, on voit bien qu'il y a un groupe carbonyle et un groupe hydroxyle, et en fait, comme tout ça est en bout de chaîne, c'est un groupe carboxyle. Ne dites pas carbonyle plus hydroxyle, mais dites carboxyle quand vous avez COOH. Par contre, au niveau du spectre, vous verrez qu'on distingue bien les deux, donc on voit apparaître le pic et la bande pour les deux. Nous avons le pic carbonyle CO entre 1600 et 1800 cm-1, et nous avons la patate OH, qui est ici centrée plutôt sur 3000, étant donné que c'est un hydroxyle qui peut se lier par liaison hydrogène à une autre molécule, mais il y a surtout une influence du carbonyle qui fait que la bande est encore plus large. Donc on voit ici que notre acide éthanoïque, puisque c'est comme ça qu'on le nomme, est pour 2 carbone, acide oïque pour le fait qu'il y ait le groupe carboxyle, et ane pour le fait que ce soit saturé en hydrogène. On voit que le spectre d'un tel acide carboxylique peut bien se distinguer des autres spectres, le spectre d'un alcool ou le spectre d'une cétone. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué quand on a le tableau sous les yeux de repérer les pics ou les bandes caractéristiques et ensuite d'attribuer un spectre à une molécule ou inversement. Voilà, on a fait le tour des notions à maîtriser, mais comme je vous ai dit plus tôt, l'important dans ce chapitre c'est de s'entraîner. Donc c'est parti, vous avez quelques exercices pour la semaine prochaine que je corrigerai dans le prochain cours Navicours. Le 6, le 7, le 11, le 12, le 15, le 20, le 23. On en a en tout 7. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, restez en bonne santé et à plus.